19h à Alger. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette édition complète de l'information à la une de l'actualité de ce mercredi 28 février. Le nombre de victimes à Gaza depuis le 7 octobre dernier atteint la barre des 30 000 martyrs. Une situation qui ne semble pas dissuader l'entité sioniste dans son projet d'extermination du peuple palestinien. Pas moins de 80 personnes ont été tuées durant les dernières heures dans plusieurs zones de l'enclave palestinienne. Affamer les Palestiniens, l'autre projet sioniste macabre sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie dénonce une politique sioniste inhumaine qui constitue une violation flagrante du droit international. Et puis l'Algérie fin prête à accueillir le 7e sommet du GECF. À quelques heures du coup d'envoi, nous ferons le point sur les préparatifs et le programme officiel. Envoyer des troupes au sol en Ukraine, le président français se fend d'une déclaration pour le moins inquiétante au moment où la France traverse une situation sociale des plus critiques. Madame, Monsieur, bonsoir. 30 000 martyrs et plus de 70 300 blessés depuis le 7 octobre dernier. L'enclave de Gaza plongée dans le chaos du génocide sioniste depuis 145 jours désormais. Les bombardements de l'armée sioniste sur l'ensemble du territoire palestinien de Gaza redoublent d'intensité. Selon le bilan quotidien émis par le ministère de la Santé, les forces d'occupation ont commis 8 massacres pour un bilan de 76 martyrs et 110 blessés durant les dernières 24 heures, en majorité des femmes et des enfants. Et au moins 6 martyrs sont tombés lors du bombardement de l'aviation sioniste sur la ville de Gaza, au centre de l'enclave palestinienne. 3 personnes ont péri après avoir été touchées par des débris d'obus, alors qu'elles étaient en file d'attente devant les camions humanitaires. 22 autres personnes ont été blessées. Des carrés d'habitation situés dans les quartiers de Tel Al-Hawa, Sheikh Ajlin, Zeytoun ont également été pris pour cible. Et au moins 5 martyrs sont tombés à la suite d'une frappe ayant ciblé la région de Abu Holi, au sud de Deir el-Balah, où une maison a notamment été bombardée. Le Croissant Rouge palestinien a de son côté indiqué que pas moins de 34 personnes ont été admises à l'hôpital après un bombardement de 2 maisons. Et puis, plusieurs dizaines de blessés ont été signalés dans la nuit d'hier à Rafah à la suite d'une frappe qui a ciblé des résidences. Au moins 30 personnes ont été admises également à l'hôpital. Et au nord de l'enclave palestinienne, l'hôpital Kamal Adwan abrite quant à lui des enfants palestiniens qui font face à une situation des plus extrêmes, marquée par le manque d'eau potable et de nourriture. Ils sont pour ainsi dire quasi condamnés à mourir, et ce à cause du siège maintenu par l'armée d'occupation sur cet hôpital depuis plusieurs jours, empêchant l'acheminement et l'arrivée des aides humanitaires. La résistance palestinienne continue de riposter efficacement sur le terrain des affrontements avec les forces sionistes à Gaza. Au moins 2 officiers sionistes ont été éliminés. Une information confirmée par l'armée sioniste qui reconnaît dans la foulée avoir enregistré 26 blessés durant les dernières 24 heures.
Le mouvement Hamas a déclaré par la voix de son chef de file Ismail Haniyeh qu'il faisait preuve de flexibilité dans les négociations sur un éventuel cessez-le-feu à Gaza, mais qu'il était en même temps prêt à poursuivre la lutte et la résistance. Toute flexibilité dont nous faisons preuve dans la négociation vise à protéger le sang de notre peuple et à mettre un terme à ces immenses souffrances et à ces immenses sacrifices dans la guerre d'extermination brutale contre lui. En parallèle, nous sommes prêts à défendre notre peuple. Ismail Haniyeh a par ailleurs appelé le monde arabe à élever la voix contre le processus sioniste visant à affamer le nord de Gaza. Il est du devoir du monde arabe et islamique et du devoir des pays frères voisins de la Palestine occupée de prendre l'initiative de briser la conspiration visée à affamer le nord de la bande de Gaza. Et le chef du bureau politique du Hamas a également lancé un appel envers le peuple palestinien en Cisjordanie afin qu'il marche vers la mosquée Al-Aqsa durant le premier jour du mois de Ramadan. Il s'agit d'un appel à notre peuple à Jérusalem, en Cisjordanie et dans les zones occupées, à marcher vers la mosquée Al-Aqsa dès le premier jour du mois sacré du Ramadan, en individus et en groupe, pour prier et rester dans la mosquée et en briser le siège. Et parallèlement aux négociations actuelles en vue d'achoper sur un point permettant de converger sur un éventuel cessez-le-feu, les habitants du nord de l'enclave de Gaza, confrontés au plan sioniste consistant à les affamer, espèrent que la réouverture des boulangeries fera partie des points abordés sous Ila Akilal. Une lueur d'espoir est venue raviver l'étincelle de la vie dans le cœur des Gazaouis du camp de Jabalia dans le nord de l'enclave. La nouvelle d'un éventuel cessez-le-feu s'est répandue comme une traînée de poussière parmi ces citoyens meurtris. Nous espérons parvenir à une trêve, car dans la bande de Gaza, nous avons de nombreuses tragédies. Les maisons ont été démolies à 70 ou 80%. Des bâtiments et des maisons ont disparu. Nous espérons que les nouvelles concernant la trêve sont exactes. Nous espérons que ces nouvelles sont exactes et que l'aide arrivera, que les gens affamés pourront trouver à manger et que la famine prendra fin. Nous espérons également que cette trêve sera de longue durée et non pas temporaire. Depuis le début du génocide à Gaza, la population est confrontée à de graves pénuries, notamment des produits alimentaires. Ces pénuries sont encore plus aiguës dans le nord de l'enclave, où les livraisons d'aide sont très rares, voire quasi nulles. Les Gazaouis espèrent voir les boulangeries ouvrir en priorité. Nous avons entendu, comme tout le monde, qu'il y aurait un cessez-le-feu, une trêve, ou plutôt une proposition de trêve. Je ne sais pas, et que des boulangeries pourraient à nouveau fonctionner. Honnêtement, nous voulons d'abord que les boulangeries fonctionnent à nouveau. Nous espérons que la trêve sera mise en œuvre rapidement et que les produits de base comme le lait et la farine nous parviendront et qu'ils feront fonctionner les boulangeries si Dieu le veut. Si les Gazaouis insistent sur la rouverture des boulangeries, c'est que le pain fait partie de leur alimentation de base. Mais les bombardements sionistes ont détruit la majorité des boulangeries. Les autres ont dû fermer à cause de la pénurie de farine et de blé. Nous sommes propriétaires de la boulangerie Kamel Ajour. Nous avons 5 boulangeries. Cette boulangerie a été bombardée et d'autres boulangeries ont été endommagées. Nous avons 3 boulangeries qui peuvent devenir fonctionnelles. Espérons qu'il y aura bientôt une trêve et que toutes les boulangeries fonctionneront à nouveau. D'importantes avancées seraient en cours pour un cessez-le-feu de 40 jours qui serait la première trêve prolongée depuis le début du génocide à Gaza s'il venait à se concrétiser. Dans le cadre de cette proposition de trêve, les hôpitaux et les boulangeries de Gaza seraient remis en activité et 500 camions humanitaires entreraient dans la bande chaque jour, ce qui permettrait aux Gazaouis de souffler un peu durant le mois sacré du Ramadan. Et comme si cette situation de famine ne suffisait pas, les habitants et les déplacés de Rafah font face à l'envolée des prix des quelques denrées alimentaires qu'ils peuvent difficilement trouver sur les étals. Une situation qui joue sur les nerfs des réfugiés à Rafah, épuisés
par 145 jours d'agressions sionistes meurtrières et de déplacements incessants. Le prix d'un kilo de sucre se situe aujourd'hui entre 80 et 100 shekels et le prix de la levure est de 100 shekels. Pourquoi le gouvernement n'intervient-il pas? Il s'en moque. Nous ont-ils fait venir de Gaza pour nous donner à manger, à boire ou pour nous tuer? Je ne vois aucun représentant du gouvernement ici. Il n'y en a pas un seul à Rafah. La situation est très précaire à Gaza. Nous n'avons pas les moyens de réaliser des achats. Nous achetons un gallon d'eau pour 3 shekels. Le prix de 3 œufs est de 3 $. Les prix sont élevés et il n'y a pas de revenus. Et cet énième pied de nez sioniste au droit humanitaire international et à la communauté internationale, selon un communiqué du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires publié mardi, nous apprenons qu'un convoi médical dirigé par l'Organisation mondiale de la santé a été arrêté, ses membres détenus par les forces sionistes dimanche dernier, avec des informations faisant état de traitements violents à l'encontre du personnel médical et humanitaire. L'armée israélienne a forcé les patients et le personnel à sortir des ambulances et à déshabiller tous les ambulanciers. 3 ambulanciers du Croissant Rouge palestinien ont ensuite été arrêtés, bien que leurs coordonnées personnelles aient été communiquées au préalable aux forces israéliennes, tandis que le reste du convoi est resté en place pendant plus de 7 heures. Et je vous en parlais tantôt, cette famine généralisée à Gaza, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'en est alarmé hier lors d'une session consacrée à ce dossier. L'Algérie a d'ailleurs dénoncé la politique de l'occupant sioniste consistant à utiliser la nourriture comme une arme de guerre contre les Palestiniens. Naïla Et Hamouda. C'est l'enfer sur terre à Gaza. La situation humanitaire s'avilit. Un quart de la population est déjà dans une situation de famine. Les humanitaires ne parviennent pas à rejoindre le nord de l'enclave, toujours assiégé par l'entité sioniste. Une zone sans accès humanitaire et avec un système agricole dévasté. Les civils qui attendent le peu d'aide avec ferveur sont ciblés par des tirs de l'armée sioniste. L'ONU s'alarme d'une famine généralisée presque inévitable dans la bande de Gaza. Cette situation a interpellé les consciences de certains membres du Conseil de sécurité. Ammar Benjama, ambassadeur de l'Algérie à l'ONU, appelle le Conseil à agir pour assurer le respect du droit humanitaire, y compris l'interdiction d'utiliser le fait d'affamer la population civile comme méthode de guerre. Aujourd'hui, alors que l'ensemble de la population gazaoui dépend de l'aide humanitaire, la puissance occupante israélienne utilise la famine comme méthode de guerre. Le recours délibéré à la famine en tant que politique constitue une violation flagrante du droit international. L'objectif de cette politique étant de forcer la population gazaoui à perdre espoir, à perdre sa dignité. Il s'agit de la forcer à avoir recours à la violence. Il s'agit d'imposer un effondrement du droit et de l'ordre. Les résolutions 2712 et 2720 adoptées par le Conseil de sécurité pour prolonger des pauses humanitaires et des couloirs à travers la bande de Gaza sont loin d'être appliquées sur le terrain. En absence d'une cessation des hostilités, fournir une aide humanitaire demeure un objectif inatteignable. L'attaque en cours contre Gaza n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est une punition collective pour le peuple civil palestinien. Notre silence donne le droit de tuer et d'affamer la population palestinienne. Ce Conseil doit de toute urgence appeler et exiger un cessez-le-feu. Un enfant sur 6 souffrirait de malnutrition aiguë. Aussi sinistre que soit le tableau aujourd'hui, il peut encore se détériorer si les combats et le blocus se poursuivent. L'Agence des Nations Unies n'est plus en mesure d'adopter l'aide alimentaire dans le nord de l'enclave. La situation devient de plus en plus critique. Et toujours depuis la tribune du Conseil de sécurité à New York, l'Algérie a fait part de sa préoccupation vis-à-vis de la montée de la violence et de la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire en Syrie, affirmant que le règlement de la crise syrienne ne sera possible qu'à travers les voies politiques. Le Syrie est vivement préoccupé
Nous sommes vivement préoccupés que 13 ans après le début de la crise en Syrie, la population syrienne en pâtit toujours et de millions de personnes sont toujours déplacées de force. Nous sommes tout aussi inquiets par les flambées de violence, la situation humanitaire qui se dégrade et la situation en matière de sécurité qui prévaut en Syrie. Un mot d'actualité nationale à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le président de la République du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, entamera aujourd'hui une visite d'amitié et de travail en Algérie dans le cadre du renforcement et des liens historiques, de la fraternité et de la solidarité qui unissent l'Algérie et le Mozambique. Cette visite intervient également à la veille de la participation du président du Mozambique au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Et ce 7e forum du GECF, nous en parlons à présent. Plus que quelques heures nous séparent du coup d'envoi de l'événement avec un grand E en Algérie. Il s'agit déjà, si l'Algérie est déjà prête à accueillir l'événement d'une envergure exceptionnelle, qui est la 7e édition du Forum des exportateurs des pays exportateurs de gaz. Les pendules sont à l'heure à Alger. Et d'un point de vue logistique, tous les préparatifs indiquent que le 7e sommet d'Alger sera un sommet d'exception. L'Algérie se trouve à l'avant-garde de la préparation de la 7e édition du Forum des pays exportateurs de gaz. Alger a déployé des efforts considérables pour garantir le succès de cette rencontre, mettant en place toutes les ressources nécessaires pour assurer une organisation de qualité. 10 bureaux sont mis à la disposition des organes et institutions étatiques, issus du ministère de la Communication, pour garantir l'efficacité pour assurer une bonne couverture médiatique de cet événement important. L'objectif est d'assurer une couverture optimale qui doit être à la hauteur de cet événement d'envergure internationale. L'un des défis majeurs auxquels l'Algérie a dû faire face est la préparation logistique de l'événement. Organiser un événement d'une telle envergure nécessite une coordination minutieuse. En tant que centre international de presse, donc c'est de mobiliser tous les moyens techniques et humains pour une réussite et une diffusion maximale de cet événement-là. Donc nous avons mis à disposition 8 plateaux TV, 5 à 6 plateaux radio. Il y a 2 cyber dotés d'écrans à LED pour retransmettre la plénière, les arrivées des chefs d'État, des ministres, etc. Il y a des bureaux pour les délégations. Nous en avons déjà quelques-unes qui sont là. Nous sommes en train de les installer avec tous les aménagements nécessaires. Donc il y a la délégation vénézuélienne, iranienne, irakienne, qatari qui sont déjà en place. Nous avons aussi mis à disposition un IBC, un International Broadcast Center, pour la diffusion à travers le monde. Donc on va diffuser sur 2 satellites à travers la TDA, qui est la télédiffusion algérienne. Donc pour essayer de couvrir au maximum l'événement et de mettre à la disposition des médias internationaux ce qu'il faut et ce dont ils ont besoin. Cette édition du GECF offre à l'Algérie une occasion unique de présenter ses initiatives stratégiques et ses projets d'expansion dans le secteur gazier. En tant que l'un des principaux producteurs de gaz naturel, l'Algérie cherche à renforcer sa position sur le marché mondial, à diversifier ses partenariats et à promouvoir des pratiques durables dans le secteur énergétique.
Et depuis le Centre international des conférences Abdellatif Rahal, lieu où aura lieu justement cet événement, nous retrouvons notre envoyé spécial sur place, Mohamed Wali Ben Chaban. Bonsoir Mohamed Wali, plus que quelques heures avant le début des travaux justement du sommet du GECF. Quelle est l'ambiance chez vous qui règne justement au CIC et quel est le programme de ces 3 jours de sommet? Bonsoir Kherdine, vous le savez, même l'Algérie est déjà prête à accueillir, mais les préparations se poursuivent même actuellement. Vous savez que cette 7e édition offre aux acteurs du secteur gazier une occasion précieuse de tisser les liens, d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat et d'investissement, ainsi que de nouer des collaborations stratégiques bénéfiques à l'ensemble des acteurs, que ce soit producteurs ou consommateurs. Pour la journée de demain, une réunion d'un groupe d'experts de haut niveau au CIC, elle va avoir lieu et en début de l'après-midi, il y aura l'inauguration de l'Institut de recherche sur le gaz algérien GRI. Elle sera suivie par des discussions sur du rapport des prévisions du gaz. Pour la deuxième journée, une réunion ministérielle extraordinaire. Elle aura lieu entre les chefs elle aura lieu entre les ministres, je veux dire, et elle sera suivie par d'autres réunions d'une importance capitale. Au troisième jour, tous les chefs d'État et chefs du gouvernement devront prendre part aux travaux de cette 7e édition du GECF. Merci Mohamed Wali Ben Chaban pour ces détails. Je rappelle que nous vous retrouverons tout au long de l'événement en direct du Centre international des conférences Mohamed Rahal pour plus de détails. Dans le dossier du conflit en Ukraine, le président français Emmanuel Macron fait face au remous suscité par ses dernières déclarations sur l'envoi de troupes au sol en territoire ukrainien. De vives réactions fusent de part et d'autre au sujet de cette position plutôt incomprise compte tenu du contexte social qui règne actuellement en France. Safouane Ben Sabri. Incompréhension, surprise et désolidarisation, ce sont les réactions qui ont suivi les déclarations d'Emmanuel Macron, qui a mentionné la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine. C'est un véritable tollé qu'a provoqué le président français en brisant le tabou jusque-là préservé de l'intervention de troupes au sol pour faire face à l'armée russe. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Olaf Scholz s'est empressé de déclarer clairement qu'aucun soldat européen ou des pays membres de l'OTAN ne serait envoyé sur le sol ukrainien. Le grand allié américain, premier pays en matière d'aide militaire à l'Ukraine, n'est pas non plus de l'avis de Macron. Eh bien, c'est une décision souveraine que chaque allié de l'OTAN devrait prendre pour lui-même. Vous avez entendu le secrétaire général de l'OTAN dire lui-même qu'il n'avait pas l'intention, particulièrement sous les auspices de l'OTAN, d'envoyer des troupes sur le terrain. Et le président Biden a été très clair depuis le début de ce conflit. Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain pour jouer un rôle de combat en Ukraine. Au-delà de l'effet de surprise suscité par les déclarations d'Emmanuel Macron, les réactions ont mis en lumière des divisions au sein de l'Union européenne. Lors d'une réunion de 4 pays d'Europe centrale, le Premier ministre polonais a déclaré que si les autres pays européens se montraient aussi solidaires que la Pologne et la République tchèque, l'Europe n'en serait pas là. Plus de 2 ans après le début du conflit ukrainien, le bloc occidental ne semble plus aussi soudé qu'au lendemain de l'offensive russe en territoire ukrainien.
Et un contexte social des plus tendus en Europe, dominé par la crise des agriculteurs en Espagne. Ils ont justement protesté ce mercredi depuis quelques jours à la frontière au niveau de la Catalogne, en jetant notamment des pneus sur les voies de circulation, répondant à l'appel du syndicat catalan Unió de Paresos. Ces agriculteurs ont placé des dizaines de tracteurs sur l'autoroute AP7 au niveau de Pontos, dans la province de Gérone, à une quarantaine de kilomètres de la frontière, coupant ainsi le trafic routier entre les deux pays. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la 24 News.